Bienvenue sur L'étoffe d'un chef, une chaîne qui passe en revue les grands chefs politiques du XXe siècle. Aujourd'hui, on va résumer l'Espagne en 10 minutes, histoire que vous ne soyez pas trop paumés dans mon épisode sur Franco, qui se déroule dans les années 30. L'Espagne en 10 minutes, est-ce que vous êtes prêts? C'est parti. L'Espagne présente une particularité. L'unification de la péninsule s'est faite au cours d'une lutte interminable contre les Arabes, qui avaient établi un califat. C'est ce qu'ils appellent la Reconquista, qui a duré de 722 à 1492, c'est-à-dire jusqu'à la prise de Grenade, qui est la dernière ville musulmane en Espagne. Parallèlement à la Reconquista, les royaumes chrétiens se livrent des combats entre eux, pour la domination de la péninsule. 3 ou 4 monarchies principales finissent par émerger. La Castille, l'Aragon, le Portugal, et je pourrais rajouter la Navarre. En 1479, la Castille et l'Aragon s'unissent définitivement car le roi d'Aragon, Ferdinand, et la reine de Castille, Isabelle, sont unis par les liens sacrés du mariage. Mais c'est un mariage politique, on est d'accord, ils sont pas vraiment amoureux. Alors c'est un mariage complètement politique, mais selon le grand historien Alfred Wikipédia, je cite, Ferdinand et Isabelle partageaient leur table et leur chambre, et quand Ferdinand partait en campagne, il lui écrivait pour lui demander des nouvelles. Wow, j'ai chaud. En tout cas, Isabelle et Ferdinand sont un couple uni, et on les appelle les rois catholiques, los reyes católicos. Ils ont la Castille et l'Aragon, il leur reste le Portugal du coup. Il y aura bien une tentative d'unification de l'Espagne avec le Portugal en 1580, mais elle ne tiendra pas plus de 60 ans et s'est terminée par une guerre de restauration, à la suite de laquelle les Espagnols renoncent à l'annexion de leurs voisins. Mais revenons à la Castille et à l'Aragon. On a coutume de dire que la Castille et l'Aragon ont vraiment deux histoires et deux mentalités différentes. Les rois de Castille sont les artisans privilégiés de la Reconquista, qui les a beaucoup enrichis. Les rois d'Aragon, eux, ont le visage tourné vers la Méditerranée. Ils ont un commerce maritime très actif et un véritable petit empire sur mer. Les Aragonais ont obtenu la Catalogne, le royaume de Valence, le Roussillon, les Baléares, Montpellier, la Sicile, la Sardaigne, le royaume de Naples, Malte. Combattre les Arabes, pourquoi pas, mais les rois d'Aragon préfèrent clairement construire des bateaux et guerroyer en Italie. Contrairement aux rois de Castille, dont l'autorité est sans discussion, la puissance des seigneurs aragonais et des commerçants catalans force le roi d'Aragon à les ménager, à conclure avec eux des accords, selon une pratique appelée pactisme. De plus, ces deux régions ont des institutions, des coutumes et des impôts différents. C'est pourquoi, même si, sous les rois catholiques et leurs successeurs les Habsbourg, l'Espagne est unie, on continue à distinguer les deux couronnes. Mais pourtant, nous, aujourd'hui, on parle du royaume d'Espagne, on ne parle pas du royaume de Castille et d'Aragon. Oui, parce que une unification véritable a été accomplie. Elle a été accomplie beaucoup plus tard, par les Bourbons. Mais je pensais que c'était en France, les Bourbons. Oui, les Bourbons sont une dynastie française, mais il s'agit ici de la branche espagnole des Bourbons. En 1700, le dernier Habsbourg d'Espagne, Charles II, meurt à seulement 38 ans. Il faut dire que, vu sa tête, son passage sur Terre a dû être difficile. Consanguinité? Consanguinité, tout de suite les clichés. Aujourd'hui, dès qu'on voit quelqu'un de stérile avec une seule tronche, dont les parents sont par hasard oncle et nièce, bon, en tout cas en 1700, c'est le petit-fils de Louis XIV qui lui succède. Donc le roi actuel descend de Louis XIV? Absolument. C'est un Bourbon d'Espagne, il descend de Philippe V, qui est le petit-fils de Louis XIV. L'union personnelle de l'Espagne a été réalisée par les rois catholiques en 1479, mais l'union institutionnelle des deux couronnes a été, elle, faite plus tard, sous Philippe V, qui est le premier des Bourbons d'Espagne. Il l'a fait en 1716 lors des décrets de Nueva Planta. Ces deux dates sont donc les plus importantes de l'histoire de la formation de l'Espagne. Passons maintenant à la religion. Religieusement, l'Espagne est de culture catholique. Catholique dans sa totalité. Mais il n'était pas censé y avoir des juifs et des musulmans en Espagne? Il y a eu une diversité religieuse par le passé, c'est vrai, à l'époque islamique. Juifs, chrétiens et musulmans coexistaient. Mais à l'époque de Franco, ne cherche pas de juifs ou de musulmans en Espagne, ils ont tous disparu. Ils sont passés où? Eh bien, ce sont les rois catholiques, encore eux, qui ont réalisé l'unification religieuse de la péninsule en utilisant une extraordinaire machine de guerre,
une véritable mitrailleuse spirituelle, un truc énorme qui s'appelle l'Inquisition. L'Inquisition espagnole est une institution qui a été instaurée par le pape en 1478. Donc c'est le pape qui la contrôle. En réalité, le pape ne la contrôle pas. Elle est contrôlée par les rois d'Espagne. Elle est composée de membres du clergé, mais contrairement au clergé ordinaire, qui est censé administrer gentiment les sacrements, organiser des pèlerinages en bus ou en charrette, ce clergé-là, le clergé inquisitorial, est un tribunal qui doit éradiquer toute espèce de croyance étrangère au catholicisme dans le pays. En 1492, on laisse aux juifs le choix entre l'expulsion ou la conversion. Et en 1526, sous Charles Quint, c'est au tour des musulmans à qui on laisse ce choix. Par conséquent, il n'y a pas de juifs et de musulmans en Espagne. Au début du XVIe siècle, cependant, il y a encore des convertis. On les appelle les maranes, pour les anciens juifs, ou les morisques, pour les anciens musulmans. Ces maranes et ces morisques, en fait, tu t'en doutes, continuaient à pratiquer leur religion en secret. Et c'est cette résistance privée, discrète, qui leur vaut les poursuites de l'Inquisition. L'Inquisition, et particulièrement pendant les 30 premières années de sa création, mène contre les Juifs une chasse complètement fanatique, instaure un climat de terreur et de délation au sein de l'Espagne. Ceux qui s'obstinent à judaïser, c'est-à-dire à pratiquer la religion juive, sont brûlés. Les autres sont soumis à des sanctions, privation de biens, port d'une casaque jaune, inhabileté à certains emplois, infamie sur plusieurs générations. Puis, à la fin de cette période fanatique, entre guillemets, quand il n'y eut plus aucun judaïsant à brûler, l'Inquisition s'est un peu calmée au début du XVIe et est devenue plus procédurière et plus professionnelle. Mais malgré tout, elle reste intolérante et anti-juive par définition. À t'entendre, on dirait que ces victimes furent surtout des juifs en immense majorité. Et les musulmans convertis dans tout ça. Concernant les morisques, ils sont persécutés, mais il est rare qu'on les emmène jusqu'à la mort. Qu'ils soient convertis ou pas, de toute façon, ça ne change pas grand-chose. L'Espagne veut s'en débarrasser, elle finira par tous les expulser massivement, plus tard en 1609. Et je parle bien ici des morisques, c'est-à-dire des musulmans officiellement convertis au catholicisme. Bref, tout ça pour dire, sous Franco ne cherchait pas de diversité religieuse, ni en public ni en privé. En Espagne, il n'y en a pas. Plus de maranes à cause des bûchers, plus de morisques à cause du décret d'expulsion de 1609. Donc religieusement, le pays est homogène. Quelques mots sur le régionalisme en Espagne. Partons d'abord du plus simple, les langues. Dans les années 30, la majorité des gens parlent l'espagnol, qui correspond en fait au castillan. Cette langue majoritaire cohabite avec trois langues régionales. D'abord, le galicien. En Galice, on parle une langue très proche du portugais, si proche que les Portugais arrivent à comprendre les Galiciens sans peine. Ensuite, il y a bien sûr le catalan, ainsi que les variantes du catalan parlées en pays de Valence et sur les îles Baléares. Et enfin, il y a le basque. Le basque est un isola. Un isola, c'est quoi? Un isola, c'est une langue qui n'a pas de parenté avec les langues voisines. C'est une langue purement originale. Contrairement à l'espagnol, au portugais et au catalan, qui sont des langues romanes, le basque est un isola. Un isola qui est d'ailleurs menacé de disparition aujourd'hui. Te voilà introduit dans un problème bien connu en Espagne, qui est le régionalisme. Il y a dans ce pays deux régions qui caressent l'idée d'une indépendance. Ce sont le Pays basque et la Catalogne. La persistance de l'autonomisme basque s'explique d'abord parce que le principal royaume basque, la Navarre, a été envahi tardivement par Ferdinand, le roi catholique, en 1512, sur des motifs hautement contestables. Mais surtout, les Basques s'appuient sur l'attitude de Philippe V lorsqu'il viendra en Espagne au XVIIIe siècle. Philippe V. Ah oui, le petit-fils de Louis XIV. Philippe V est un Bourbon. Il est né à Versailles et donc il a une conception centralisatrice de l'État, comme tous les Bourbons. Comme il est hissé sur le trône à la suite d'une guerre, la guerre de succession d'Espagne, il a profité de sa victoire pour unifier les institutions et les coutumes de tout le pays. Jusqu'ici, la Catalogne, mais aussi l'Aragon, le pays de Valence, le Pays basque, avaient tous des privilèges qu'on appelle foraux. Foraux, ça veut dire coutumier. Le fort, c'est la coutume. Et parmi ces privilèges foraux, ces régions avaient celui de tenir des assemblées régionales, qu'on appelle des cortes. Ce sont des assemblées qui ressemblent aux États généraux en France, où siègent des représentants des trois États, noblesse, clergé, tiers-État.
Ces Cortés pouvaient décider des impôts dans leur région et même les lever. Donc du coup, Philippe V va dégager tout ce beau monde, parce qu'il raisonne à la française. Oui, par les décrets de Nueva Planta, il décide de supprimer tous ces privilèges foraux et toutes ces Cortés provinciales. Il unifie l'Espagne. Mais il fait une exception. Il accepte de garder les Cortés du Pays basque. Mais pourquoi il laisse au Pays basque ce qu'il retire à l'Aragon et à la Catalogne? C'est à cause de la guerre. Philippe V a fait la guerre pour devenir roi d'Espagne. Or, au cours de cette guerre de succession, il a rencontré l'hostilité des Aragonais. Mais au contraire, il a été soutenu par les Basques. Et donc c'est pour les remercier qu'il leur accorde le maintien du régime foral en Pays basque. Ce maintien sera le fondement sacré de l'identité des Basques. On va voir qu'il existe des liens entre les Basques et la monarchie catholique des Bourbons. On a affaire ici à un indépendantisme plutôt clérical, tout le contraire de l'indépendantisme catalan. Les Catalans, c'est différent. En 1359, Pierre le Cérémonieux crée la Generalitat de Catalogne. C'est un véritable petit gouvernement bourgeois catalan avec de nombreuses attributions, et le roi d'Aragon doit le ménager s'il ne veut pas subir une révolte. Or, la Generalitat a été supprimée par Philippe V, mais l'identité catalane est restée. C'est à cause de ce que j'appellerais la précocité politique de la région. On a vraiment l'impression que la Catalogne a une sorte d'avance sur son temps. Pionnière de la révolution industrielle, elle compte de plus en plus d'ouvriers, son activité syndicale est énorme et à partir du début du XXe siècle, c'est un bastion socialiste anarchiste. En 1932, la Seconde République espagnole décide d'accorder une autonomie aux Catalans, dans un mouvement de décentralisation. Et la Generalitat, cette vieille institution médiévale, est recréée à cette occasion. Et pour les Basques, les républicains ne s'occupent pas des Basques. Souviens-toi, l'indépendantisme basque, dans les années 30, est encore perçu comme clérical, monarchiste. Or, le nouveau régime est républicain et anticlérical. L'indépendantisme catalan, au contraire, est à forte tendance ouvrière et marxiste, et donc plus conforme aux opinions alors en vogue à Madrid. Cela explique la différence de traitement. Pendant la guerre, Catalans et Basques, cependant, choisissent tous les deux le camp des républicains, parce qu'ils pensent, et ils ont tout à fait raison, que Franco est un pur centralisateur et qu'il n'autorisera aucune atteinte à l'intégrité de l'Espagne. Maintenant que ces grands traits ont été tracés, on va pouvoir se poser la question, pourquoi ces Espagnols, peuple pourtant si sympathique en apparence, se sont entretués entre 1936 et 1939? Quelle folie s'est emparée de ce peuple? Je vous retrouve très bientôt pour vous raconter l'histoire de Francisco Franco. Hasta luego.